Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité environnementale cette semaine. Au sommet de cette édition, les communes de la préfecture de Tchaoudjo dans la région centrale du Togo lancent un plan climat. L'objectif de ce plan est de voir comment accéder aux énergies renouvelables. La société privée Ville Propre pour tous lance officiellement ses activités de pré-collecte des ordures dans les ménages et entreprises en collaboration avec la commune du Golfe 5 et le soutien d'un groupe de la diaspora. L'objectif est de contribuer à la préservation de l'environnement. Les détails dans cette édition. La Terre ne cesse d'augmenter de température. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique révèle que le thermomètre mondial indique plus de 17 degrés Celsius. Les conséquences de cette situation pour les populations et les écosystèmes à découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, à présent le développement. Les communes de Tchaoudjo dans la région centrale du Togo ont lancé le mercredi dernier un plan d'action pour le climat. Cette initiative de 30 milliards de francs CFA s'inscrit dans un cadre du plan d'action pour l'accès aux énergies durables pour le climat dans ces communes. Les explications détaillées avec Rafitou Mbireko. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat a été lancé mardi dernier à Sokodé dans la région centrale du Togo. C'est un plan quinquennal financé par l'Union européenne à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Ce financement désigne l'accompagnement de l'Union européenne à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne pour une durée de 5 ans. Ce plan a pour but de diriger les actions des communautés en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et à l'excès de l'énergie des populations. C'était en présence de la directrice des ressources forestières, représentante du ministre de l'Environnement et les autres membres concernés. Elle s'est réjouie de l'initiative et surtout de l'engagement des communes dans les questions de défis énergétiques et climatiques. Cette rencontre s'est terminée par une signature d'accord avec les parties prenantes et a également permis à toutes ces communes de Tchaoudjo d'assimiler les enjeux capitaux qui constituent un défi pour eux et qui nécessitent des résolutions convenables. La société privée Ville Propre pour tous, en partenariat avec la commune du Golfe 5, a lancé officiellement ses activités de pré-collecte des ordures dans les ménages et entreprises de la commune. Une initiative soutenue par un groupe de la diaspora togolaise pour veiller efficacement à la préservation de l'environnement et assurer aux populations une vie plus saine. Le reportage est signé Alexandra Adekambi. Ils sont habillés de gilets verts, des gants, des masques et des casques de protection. Ce sont des agents collecteurs de la société Ville Propre pour tous. Désormais, vous les verrez circuler dans la commune Golfe 5 pour le ramassage des ordures dans les ménages et dans les entreprises. Cette initiative noble devait permettre de veiller efficacement à la préservation de l'environnement. Notre société, c'est une société de pré-collecte d'ordures. L'idée est venue à certains jeunes de la dite commune, c'est-à-dire la commune Golfe 5. En voyant les ordures s'éparpiller partout sur le territoire communal Golfe 5, nous voyons que non, c'est pas bien. C'est là, l'idée est venue, on est parti voir certains personnages de la diaspora qui nous ont subventionnés. On collecte des ordures de maison en maison. C'est un contrat entre nous et les maisons, c'est-à-dire chaque maison doit avoir une poubelle. Une poubelle. Et par mois, il paie 3 000 francs. On vient 2 fois dans la semaine. Ça fait 8 fois dans le mois. Arrivé chez certaines personnes, certains nous agressent. Et il y a d'autres qui nous accueillent avec de l'amabilité. Bon, en fait, comme vous le voyez, monsieur le maire nous a aidé avec les poubelles qu'il a mis à notre disposition. Donc à l'aide de ça, nous aussi, ça nous a facilité la tâche. C'est-à-dire, avant, bon, la population mettait les ordures dans les sacs, dans les sachets. Donc nous avions de la peine à soulever les ordures, quoi. Donc maintenant, avec les poubelles, donc ça va. Grâce aux sensibilisations et autres activités,
Les précollecteurs devront convaincre les ménages et entreprises à adhérer à cette initiative. Non, c'est bon pour le quartier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des agents qui ne viennent pas ici. Mais quand vous étiez venus comme ça, là, c'est bon. Donc, soyez prêts pour régler tout ça là dans tous les quartiers. Avant, on jette les ordures sur la frontière. Avant, on jetait les ordures à la frontière Ghana. Maintenant, il y a les jeunes qui veulent nous aider à ramasser les ordures. C'est une bonne initiative. On les remercie. Cette opération cadre avec la vision de la commune Golf 5 par son opération Une maison, une poubelle. Elle déploie également des contrôleurs sur le terrain afin de mener à bien le projet. C'est une initiative qui tient tellement à cœur au maire, particulièrement à la commune en général. C'est pour assainir la commune, rendre le cadre de vie vivable, propre et acceptable. Oui, pour les eaux usées, nous avons pris des dispositions déjà pour sanctionner ces actes avec des amendes et beaucoup de sanctions dans les quartiers. Mais on voit que ça continue. On ne va pas encore on va pas démissionner. On va toujours continuer par sanctionner, sensibiliser à la fois pour corriger ces actes-là, à ce que les bonnes habitudes reviennent dans nos comportements. La mairie aura ses yeux pour surveiller, pour contrôler, pour que ce qui ne se faisait pas là se fait maintenant, pour éviter les ordures, les déchets, les dépotoirs sauvages et consorts dans la commune, parce que nous voulons avoir une commune propre, saine et bien vivable. Le partenariat Ville propre pour tous et la commune Golf 5 débouchera sur une mise en place d'un système de tri de déchets. Un projet qui permettra aux ménages de se faire une santé financière tout en s'acquittant aisément des frais de ramassage des déchets. En Côte d'Ivoire, la production de cacao est menacée par le réchauffement climatique. L'irrégularité et la rareté des pluies engendrent une baisse des productions dans ce pays qui en est le premier producteur mondial. L'explication avec Irène Pakpadina. Selon les chiffres officiels, la culture du cacao représente en Côte d'Ivoire 15% du PIB. Mais cette année, la production a été affectée par les pluies imprévisibles qui constituent une des conséquences du changement climatique. Les petits producteurs ont vu leur production dégringoler alors que cette culture du cacao emploie près de 600 000 agriculteurs dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le Conseil du café cacao, cette culture fait vivre près d'un quart de la population. La production a diminué. C'est-à-dire si tu produisais peut-être à 500 kg, aujourd'hui tu peux être à 200 kg. Alors vraiment, nos producteurs ont vraiment de gros soucis par rapport à la production. Au Centre national de recherche agronomique, les études ont montré que le manque de pluie fait partie des causes ayant entraîné des pertes chez certains producteurs. Si la plante, au moment où elle devait recevoir la pluie, ne l'a pas reçue, ça peut raccourcir le cycle et la plante ne peut pas atteindre son cycle normal. Alors donc cela peut entraîner perte de production au niveau de ces plantes. Mais il y a aussi l'émergence de certaines maladies, il y a des maladies qui n'existaient pas et par ce fait-là, on peut avoir l'apparition de nouvelles maladies. Ces dernières années, en raison du réchauffement climatique, les saisons des pluies en Côte d'Ivoire ont été fortement perturbées. On enregistre ainsi des pluies en saison sèche. Toutefois, la production nationale de cacao reste sur la bonne voie car la superficie des terres cultivées est en hausse. Le projet Grande Muraille Verte de l'Union africaine avance graduellement au Niger. Lancé il y a près d'une décennie, l'objectif est loin d'être atteint malgré les quelques résultats positifs recueillis sur le terrain. Des montants moyens techniques, financiers et humains sont sollicités pour revertir cette ligne désertique de 8000 km reliant le Sénégal à Djibouti. Les précisions dans ce commentaire. Le plateau de Siméri, à 100 km au nord de Niamey, la capitale du Niger, se reverdit depuis quelques années. Grâce au projet Grande Muraille Verte de l'Union africaine, cette localité désertique devient un petit paradis pour la faune et la flore de cette région avec la reforestation qui est en marche. Cette situation réjouit les habitants qui expriment leur satisfaction. Avant, c'était un paysage lunaire, colonisé par les cailloux.
Avec les travaux et avant même que les arbres ne grandissent, nous avions vu l'intérêt des ouvrages de génie civil qui ont freiné l'érosion vers nos champs et remblayé des ravins qui menaçaient les habitations. La muraille verte est un projet pharaonique de l'Union africaine qui vise à restaurer jusqu'en 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti en passant par le Niger. Ce dernier est l'un des pays les plus désertiques de la région et compte reboiser plus de 3 millions d'hectares de terres sur une immense partie de son territoire. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Dans le but d'atteindre cet objectif environnemental, les autorités du Niger ont besoin de plus de 450 milliards de francs CFA. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abus-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. Il faudra mobiliser plus de ressources financières, techniques et humaines pour réduire la désertification de cette région qui subit également les effets du changement climatique. Du Niger au Nigeria maintenant, Ogoniland, un territoire de l'État le plus peuplé d'Afrique, subit depuis quelques années des dommages collatéraux liés à l'exploitation du pétrole. Cette situation engendre la pollution massive des nappes phréatiques, des champs agricoles et des zones de pêche. Face à ce désastre écologique, certaines communautés locales ont lancé un procès contre l'entreprise énergétique Shell. Irène Papadina pour les détails. Au Nigeria, Ogoniland, ce territoire riche en pétrole dans le delta du Niger, demeure massivement pollué. L'exploitation pétrolière a cette pris fin avec l'arrêt forcé des activités de Shell, mais les travaux d'assainissement qui ont suivi n'ont pas permis de dépolluer cette région. Un rapport de Bloomberg note des dysfonctionnements importants dans l'élaboration du projet IPREP censé assainir les terres agricoles, les zones de pêche ou encore les mangroves. Le nettoyage du territoire des Ogonis a été chiffré à $1 milliard en 2019 et devait être financé par Shell, Total et Eni. Sur place, le désastre écologique causé par les équipes du projet IPREP dérange les populations de Ogoniland. Les responsables de Shell dans le delta du Niger se sont multipliés ces dernières années. Un tribunal de la Haye a ordonné à l'unité nigériane de Shell de verser des dommages et intérêts non spécifiés à des agriculteurs pour ces déversements de pétrole survenus il y a plus de 15 ans. Suite au procès lancé par les communautés locales, Shell a également versé 66,4 millions de dollars à la communauté de Bodo et a accepté de donner 109 millions de dollars pour indemniser la communauté de Ediama et Boubou. Le président kenyan William Ruto a levé le dimanche dernier l'interdiction sur l'exploitation forestière dans son pays. Cette décision vise à créer des emplois et à développer les secteurs d'économie liés aux forêts. Cette décision n'est pas du goût des écologistes qui manifestent. Retrouvons Irène Papadina pour les précisions. Malgré les inquiétudes des associations écologistes sur les dangers de l'exploitation forestière, le président kenyan William Ruto a annoncé dimanche 2 juillet la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui datait de près de 6 ans. Selon William Ruto, cette décision, attendue il y a longtemps, vise à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers. Les statistiques du gouvernement montrent que l'exploitation forestière a contribué en 2022 à 1,6% du PIB du Kenya, où les forêts recouvrent 8,8% du territoire. Cette décision vient après l'annonce d'une hausse des taxes sur le carburant et après la hausse polémique des salaires de plusieurs hauts fonctionnaires, dont le président de la République du Kenya, à quelques mois de African Climate Action Summit qui se tiendra en septembre prochain. Le président William Ruto se positionne ainsi à l'avant-garde des efforts africains pour lutter contre le changement climatique. Il a assuré que le gouvernement maintient son objectif de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années.
Greenpeace Afrique avertit toutefois contre les conséquences environnementales catastrophiques de la levée de cette interdiction de l'exploitation des forêts. L'Afrique du Sud pleure plus d'une quinzaine de ses citoyens. En effet, une fuite d'oxyde de nitrate dans un bidonville de la capitale économique Johannesburg a provoqué un drame humain et environnemental. Cette situation alerte sur le danger des zones minières abandonnées au pays de Nelson Mandela. Les précisions dans ce commentaire. Une fuite de gaz a causé la mort de 16 personnes dans un bidonville près de Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud. Ce drame humain et environnemental est survenu dans la nuit du mercredi à jeudi dernier et serait lié à des activités minières illégales à l'est de la ville. Il s'agit sans aucun doute d'une fuite de gaz qui pourrait provenir de ce que vous appelleriez des mineurs illégaux, des Amazama. Cela proviendrait de l'une de leurs habitations et cette fuite a été inhalée par des membres de la communauté qui sont ensuite décédés. Les services d'urgence et les pompiers, alertés de l'explosion de gaz, ont constaté que ce dernier s'est échappé d'une bouteille d'oxyde de nitrate provenant d'une activité illégale à l'intérieur et autour du bidonville. Cette pratique est courante dans ce pays d'Afrique australe où les mineurs extraient illégalement l'or du sol. Nous n'avons toujours pas guéri de la dernière explosion de gaz. C'est un jour très triste pour les habitants de Boksburg et d'Ekurhuleni. Nous espérons que le nombre de morts ne va pas augmenter et que les recherches, bien sûr, ont eu lieu dans d'autres habitations, dans d'autres cabanes ou maisons, afin que nous puissions voir s'il n'y a pas de victimes à l'intérieur de ces habitations. La zone où le drame s'est produit est une ancienne mine abandonnée, un site autour du terril montagneux et des puits caverneux laissés par des générations de sociétés minières d'or au XIXe siècle. Ce drame doit inciter les autorités sud-africaines à prendre des mesures et les appliquer afin de préserver ce site au vu des dangers environnementaux qu'il présente. La température mondiale ne cesse d'augmenter ces dernières années, en particulier depuis le mois de juin qui s'est révélé le plus chaud jamais enregistré depuis des décennies. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique révèle que le mercure de la planète affiche le cap des 17 degrés Celsius. Cette situation favoriserait les phénomènes météorologiques extrêmes comme le El Niño dans la région du Pacifique. Les détails dans ce commentaire. Les températures mondiales ne font que s'accroître depuis des années avec le réchauffement climatique. Ces derniers jours ont été les plus chaudes jamais mesurées au niveau mondial. Le mercure de la planète a dépassé pour la première fois la barre des 17 degrés Celsius de moyenne d'après l'organisme météorologique de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Cette température vient battre le record journalier précédent de 16,92 degrés Celsius relevé le 24 juillet 2022. De telles températures n'ont pas été enregistrées depuis 1979. Ces années et ces étés actuels, si l'on s'attend à ce que les admissions se poursuivent, peuvent être en moyenne certaines des années les plus fraîches pour les quelques décennies à venir. En d'autres termes, le climat se réchauffe et c'est le plus chaud que nous ayons jamais connu, mais si l'on continue sur cette trajectoire, ce sont les années les plus fraîches, les étés les plus frais que nous connaîtrons au cours des 2 prochaines années. Le thermomètre de la planète devrait continuer à marquer des températures plus fortes jusqu'en fin juillet et au début du mois d'août. Cette situation est la dernière en date d'une série de phénomènes extrêmes liés au changement climatique, comme les canicules, les sécheresses et les inondations. Déjà en juin dernier, les températures moyennes mondiales ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis plusieurs années. Cela inquiète les climatologues sans pour autant les surprendre. Un événement comme celui-ci, avec une augmentation des températures qui semble, au moins provisoirement, être une sorte de record, c'est le cas. Cela s'inscrit dans le cadre du réchauffement climatique et nous commençons à voir des événements qui nous rappellent que le changement climatique est réel. Et nous verrons des événements de ce type plus souvent à l'avenir. Toutes ces observations sont en avant-première du phénomène météorologique El Niño, souvent favorisé par une augmentation des températures mondiales, en plus des effets du réchauffement climatique influencés par les activités humaines. L'Asie, le Royaume-Uni et le Mexique ont traversé en juin dernier de fortes vagues de chaleur. De plus, les températures maximales quotidiennes de ces derniers jours indiquent aussi que le changement climatique touche progressivement des zones inexplorées de la planète. L'année 2022 a été la 8e consécutive où les températures mondiales n'ont cessé de grimper. Cela démontre l'effet du changement climatique contre lequel des solutions sont déjà engagées.
Et dans cette logique des fortes vagues de chaleur et des températures qui montent, l'Organisation des Nations Unies ONU alerte sur le phénomène météorologique extrême El Niño. C'est une anomalie océanique qui se caractérise par le réchauffement d'un immense réservoir d'eau superficielle qui s'étend du Pacifique aux côtes de l'Équateur. Cette alerte des Nations Unies consiste à sauver des vies et à prévenir les conséquences de ce phénomène. Plus de précisions avec Rafietou Mbireko. Le phénomène météorologique El Niño est une anomalie climatique naturelle et récurrente qui prend son origine dans l'océan Pacifique équatorial. Il se caractérise par le réchauffement d'un immense réservoir d'eau superficielle qui s'étend du Pacifique central jusqu'aux côtés du Pérou et de l'Équateur. Ce phénomène vient de débuter et est également associé à une hausse de température mondiale. En ce sens, l'Organisation des Nations Unies ONU a lancé un appel au gouvernement du monde entier mardi dernier. Cet appel consiste notamment à prévenir les conséquences du dit phénomène, à sauver les vies et les moyens de subsistance. À cet effet, l'importance des systèmes d'alerte précoce et les mesures d'anticipation des phénomènes météorologiques extrêmes liés à El Niño ont été mises en exergue par le secrétaire général de l'Organisation météorologique, Petteri Talas. Le 8 juin passé, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique NOAA a annoncé l'arrivée d'El Niño. Avec une probabilité à 90%, le phénomène pourrait se prolonger jusqu'au second semestre, selon l'Organisation météorologique mondiale. L'Organisation mondiale de la santé OMS, quant à elle, se soucie des risques de l'augmentation des maladies liées à l'eau, comme le choléra ou encore une hausse de maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme et la dengue. Il s'inquiète également au sujet des maladies infectieuses comme la rougeole et la méningite. En outre, le phénomène d'El Niño pourrait également provoquer des graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines régions de l'Asie du Sud et en Amérique centrale. Cette annonce de l'épisode d'El Niño par l'OMM constitue une alerte au gouvernement du monde entier pour se préparer à limiter les effets sur la santé humaine, les écosystèmes et l'économie. En Nouvelle-Zélande, les rats constituent une menace pour la biodiversité de la région. Le gouvernement lance une chasse massive pour éradiquer ce rongeur d'ici 2050. Retrouvons Rafietou Mbireko pour les détails. La prolifération des animaux invasifs constitue une menace pour la biodiversité. En Nouvelle-Zélande, la chasse aux animaux invasifs comme le rat est lancée avec pour but de les supprimer d'ici 2050. Selon les Néo-Zélandais, ces rats envahissent et exterminent d'autres espèces animales, en particulier les oiseaux comme les kiwis. En 2016, un plan dénommé Predator Free New Zealand a été mis en place à travers une société mixte. Ce plan, dans lequel le gouvernement a investi 28 millions de dollars néo-zélandais, a produit un résultat satisfaisant dans le processus de la chasse des rats. Le gouvernement ambitionne 1 million d'hectares libérés des rats pour 2025. Pour ce faire, un projet financé par des fonds publics et privés a été implanté. Ce projet emploie 36 000 personnes et met en relief des centaines de chasseurs volontaires transformés en véritables démolisseurs. Malgré les efforts du gouvernement, les défenseurs de l'environnement, quant à eux, restent indifférents. Ils estiment que les moyens introduits dans la chasse aux rats sont très élevés. Il faudrait donc faire de chaque habitant un chasseur de rats. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.